Donc ça, je trouve ça très préoccupant qu'on se dise, bon, bah, de toute façon, j'ai la possibilité de passer en 49.3 et les représentants de la nation qui sont les nôtres n'ont plus voix au chapitre, ne discutent plus, ne débattent plus, ne votent plus. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on est le 8 décembre. On s'est dit que c'était le moment de faire le bilan calmement, de se remémorer chaque instant de cette année politique. Du coup, Lilian, qui est donc le rédacteur en chef adjoint du service France, chargé de la politique. Pour toi, c'est quoi le mot qui définit l'année politique 2023 en un mot? Immature. C'est une année immature de nos responsables politiques parce que nos institutions sont faites pour qu'il y ait une majorité absolue, que le président gouverne avec un ou une première ministre qui a une majorité à l'Assemblée nationale. Et là, ce n'est pas le cas. On pourrait penser que dans une Assemblée nationale où il y a pas de majorité, on est des groupes politiques qui se parlent, des ministres qui essaient de trouver des accords, des compromis. Et en fait, on se rend compte, et on le voit encore là avec le projet de loi immigration qui arrive, que ce n'est que des jeux de dupes, qu'il n'y a pas une vraie volonté du gouvernement au départ de trouver un accord politique, il n'y a pas aucune volonté des oppositions de trouver un compromis ou des compromis avec le gouvernement. Les opposants se disent de toute façon Emmanuel Macron ne se représentera pas, donc pourquoi on va aller l'aider? On va plutôt penser au coup d'après. Donc c'est ce que je disais en début d'émission, c'est qu'on a Emmanuel Macron assez démonétisé et les oppositions qui n'ont aucun intérêt à lui faire des cadeaux, et notamment les Républicains, qui est le parti, on va dire, le plus proche du programme défendu par Emmanuel Macron, n'ont aucun intérêt à venir l'aider. Voilà. Donc, sur beaucoup de textes, ils arrivent à trouver des accords et des votes parce que c'est des textes mineurs, c'est pas des textes qui engagent vraiment l'avenir du pays. Mais d'abord sur les retraites, puis ensuite sur le budget. Là, on le voit sur l'immigration. À la fin, on n'a pas d'accord et de responsables politiques qui, comme dans d'autres pays où il y a cette culture-là, se mettent autour d'une table, décident d'un programme de coalition en disant nos idées sont celles-ci, vos idées sont celles-ci, on peut s'entendre sur tout ce programme-là et on va gouverner à partir d'une partie de notre programme, d'une partie du vôtre, pour ensuite être ensemble au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Et puis que les textes soient tout simplement débattus. C'est ça le fond du problème, c'est que là, les textes les plus importants sont quasiment pas débattus. Tu disais qu'on est arrivé à un stade où le gouvernement utilise un 49.3 presque dès le début. Là, il y a eu certains moments, notamment sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, où 2 heures de discussion, ce qu'on appelle la discussion générale, donc au début où le gouvernement et chaque groupe politique s'exprime une seule fois, et puis on a vu Elisabeth Borne monter à la tribune de l'Assemblée nationale, engager la responsabilité de son gouvernement au titre de l'article 49.3 de la Constitution. Et c'est tout. Donc on n'a pas discuté du financement des EHPAD, on n'a pas discuté du financement de la protection sociale comme on devrait le faire. Et ce serait une année que la situation se présenterait. Sauf que là, on en a pour 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on ne va pas discuter, on ne va plus discuter et plus voter sur les articles qui concernent le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et c'est un peu le cœur de ce qui fait notre quotidien, ce qui fait la politique. La politique, au départ, c'est voter le budget d'une nation. Donc c'est ce qui fonde un peu notre démocratie. Donc ça, je trouve ça très préoccupant qu'on se dise, bon bah, de toute façon, j'ai la possibilité de passer en 49.3 et les représentants de la nation qui sont les nôtres n'ont plus voix au chapitre, ne discutent plus, ne débattent plus, ne votent plus. Au sein du camp présidentiel, il y a un homme politique qui, les années précédentes, était super présent, qu'on entendait partout, et qui là, en tout cas, j'ai l'impression, on entend beaucoup moins, c'est notre président, Emmanuel Macron. Ouais, il a du mal à trouver sa place, Emmanuel Macron. Il essaye par des initiatives, on va dire un peu cavalières sur le plan international au moment de la guerre Israël-Hamas, ou quand il est allé
à Tel Aviv pour marquer son soutien à Israël. Il a sorti de son chapeau une coalition internationale contre le Hamas qui n'était même pas prévue par les services du Quai d'Orsay, des Affaires étrangères. Donc ça a surpris tout le monde et ça a fait flop. Sur le plan intérieur, il a sorti ce qu'on a appelé les rencontres de Saint-Denis, c'est-à-dire qu'après les émeutes, pour essayer de retrouver du commun, de l'unité. Des émeutes qui se sont déroulées après le décès de Naël. C'est ça. Donc il a réussi à faire venir vraiment de Jordan Bardella du Rassemblement National à Manuel Bompard de la France Insoumise, à les rassembler donc à Saint-Denis, à rester avec eux jusqu'à 3h du matin, donc à un peu scénariser cette très longue discussion. Il les a convoqués une deuxième fois, et cette deuxième fois, il y a eu Manuel Bompard a dit « je n'irai pas participer à cette comédie », Olivier Faure non plus ne voulait pas se prêter à ce jeu-là, et même Éric Ciotti n'était pas présent, alors qu'il réclamait un référendum sur l'immigration. Donc c'est aussi immature, c'est-à-dire qu'on a des responsables politiques qui font de la petite politique à des moments donnés où on devrait respecter aussi la fonction du président de la République, se rassembler, dire nous on est d'accord, pas d'accord. Donc ça c'est sur la forme, et Emmanuel Macron sur le fond il contourne le Parlement, c'est-à-dire qu'il a un problème au Parlement. Il n'a pas de prise sur ce qui est en train de se passer au Parlement, donc il essaie de trouver un autre cénacle pour essayer de piéger ses adversaires et de faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de journaliste politique, de la popole, à des moments donnés où on attend du président de la République qui est une ligne, un cap, de vraies propositions qui sont mises sur la table en disant j'ai vu que dans le programme du Parti Socialiste il y avait cette proposition-là sur les salaires, et ben banco, je la reprends, je vais demander à ce que mon gouvernement la défende au sein de l'Assemblée nationale, et pour essayer de créer des coalitions au sein de l'Assemblée nationale et pas des petits jeux d'appareil en dehors. Après une année 2023 où il n'a pas de majorité absolue comme on le disait, où la compétition pour l'élection présidentielle de 2027 commence déjà, Emmanuel Macron, comment il se sent? Est-ce qu'il a peur? Il a peur de rater sa sortie, ou en tout cas ce moment qui est, pour un président, de laisser une trace dans l'histoire de France. Il a deux peurs. Il a peur de ce qu'on appelle la chiracisation, c'est-à-dire un peu ce qu'on a vécu sous le deuxième mandat Chirac entre 2002 et 2007, d'avoir un président qui ne réforme plus, qui regarde de loin la compétition s'organiser pour prendre sa suite. À l'époque, c'était entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Et il a peur d'autre chose, c'est la hollandisation, c'est-à-dire d'un président si impopulaire qui ne pourrait plus gouverner, qui ne pourrait plus rien faire, où il y aurait des frondeurs parmi son propre camp qui l'empêcherait aussi d'avancer. C'est pour ça que sur le texte immigration, là par exemple, le choix a été fait de maintenir unie la majorité et d'éviter d'avoir une aile gauche qui se sépare du cœur du groupe majoritaire. Donc ça c'est important pour lui, et il voulait, en objectif numéro 1, être reconnu comme le président justement qui a relancé l'économie française. Il voulait rester comme le président qui a sorti la France du chômage de masse, et donc est arrivé à ce que lui appelle le plein emploi, et c'était son objectif. Or, après des mois et des années de baisse du chômage, au troisième trimestre, le chômage est un petit peu remonté, et les perspectives sont que le taux de chômage va continuer à augmenter. Voilà, donc il a cette crainte de qu'on dise qu'il a échoué sur la question économique et sociale, qui était le cœur du macronisme. On a vu évidemment donc cette notion que cette année à l'Assemblée nationale, il y avait une forme, c'était la politique au ralenti. Du coup, en tant que chef du service politique de Libération, comment est-ce que tu te sens pour les 4 années à venir avant la prochaine élection présidentielle? Bonne question. Ça va être long, et en même temps ça va être passionnant, parce que ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe en politique. Il peut y avoir des chocs externes, on
ne pensait pas que la guerre allait revenir sur le sol européen de cette manière-là. On ne pensait pas que la guerre en Israël allait aussi reprendre cette intensité-là. Ça a un choc sur notre politique. Voilà, ce qui s'est passé entre Israël et le Hamas a eu des conséquences sur la gauche, on peut le dire. C'est une des conséquences de la guerre, c'est l'éclatement de la NUPES. Aujourd'hui, fin 2023, on peut tirer cette conclusion-là. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. L'émergence de groupuscules d'extrême droite radicale, je veux dire, le Front populaire en 1936, il se matérialise en réaction aux ligues fascistes du 6 février 1934 et de la peur de voir l'Assemblée nationale envahie par les fascistes. Donc il peut y avoir des faits de société qui ont des conséquences politiques, et 4 ans c'est très long. 4 ans c'est très très long. On va vivre une période électorale là avec les élections européennes, on va vivre une longue période sans élection puisqu'il n'y aura pas d'élection en 2025, il y aura des élections municipales en 2026 et une élection présidentielle en 2027. Est-ce que Emmanuel Macron proposera un référendum à un moment donné? Est-ce que il y aura d'autres pays de l'Union européenne qui décideront de quitter l'Union européenne? On n'en sait rien. Donc tout ça fait que ça aura des conséquences dans la politique française, et c'est ce qui fait que on fait beaucoup d'analyses et on se dit ça va être long puisque la situation politique a peu de raisons de changer. Ouais. Et tout d'un coup, c'est un événement qu'on n'aurait pas prévu vient transformer la situation politique de notre pays.